Un deuxième round de questions. Voilà, merci. Monsieur du NAC, ministère de la Culture. Merci à vous de me passer la parole. Je suis le docteur Robert Florian ici, représentant du professeur Citoyen Michi. Je suis juriste de formation. D'après moi, ce plaidoyer devrait avoir, dans une certaine mesure, une assise juridique. Je vais m'expliquer. Parce qu'il est question de construire une mentalité. Et le droit est un outil qui, à propos, peut aider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la question s'articule autour de l'État-nation au Cameroun. Si l'État ne pose pas de problème au Cameroun, parce que nous estimons qu'il est déjà constitué, que ce soit au plan sociologique, on est à mesure d'identifier la population camerounaise, on est à mesure d'identifier le territoire au Cameroun, on est à mesure d'identifier le gouvernement camerounais, quelles sont les composantes de l'État au plan sociologique. Maintenant, au plan juridique, on est à mesure de dire que l'État camerounais est souverain, que ce soit au plan international que national. Maintenant, la difficulté naît de la nation. La nation est-elle constituée au Cameroun? Nous ne pouvons pas, avec certitude, dire oui ou non. Parce que la nation a deux conceptions. La conception allemande voudrait qu'on regarde la nation au plan objectif. Ça veut dire que la nation est constituée des gens ayant en commun une même histoire, une même culture et quelque part même des liens de sang. Maintenant, la conception française voudrait que l'on ait une conception subjective de la nation. Ça veut dire qu'on ait juste envie de vivre ensemble. Lorsque je dis que ce travail devrait avoir une assise juridique, c'est parce que lorsque vous lisez la Constitution camerounaise, lorsque vous lisez les lois camerounaises, lorsque vous lisez bref, les règlements, bref, tout ce qui a trait au droit, vous allez vous rendre compte que l'État du Cameroun a opté pour la construction d'une nation subjective. Ça veut dire qu'on va au-delà des considérations objectives, à savoir des liens de sang, des liens culturels, pour n'avoir à l'esprit qu'une vision constructiviste. Ça veut dire on va au-delà de nos différences pour bâtir le vivre ensemble. Et c'est justement ça qui pose encore problème au Cameroun. On ne peut pas dire avec certitude qu'on a déjà constitué une nation camerounaise. La nation camerounaise, d'après moi, est en construction. Et une œuvre comme celle-ci est en quelque sorte c'est un peu comme un ciment. Elle peut davantage aider dans la construction de la nation camerounaise. C'est pour cela que j'estime que vous devrez intégrer dans le document, peut-être pas de manière prioritaire, mais vous pouvez le faire de manière accessoire en introduisant des éléments de droit, à savoir la volonté de l'État à travers ce que dit le constituant, à travers ce que dit le législateur, pour que cela aide à la construction de... Enfin, puisqu'il est, d'après moi, question de bâtir une idée. Lorsqu'on parlait de plaidoyer, je me dis qu'il est question de bâtir une idée. C'est un peu ça ma contribution. Je félicite déjà ce qui a été fait, mais j'estime que les éléments de droit doivent être introduits dans ce travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher docteur. Je pense que... Merci de passer la parole. Je vais d'abord commencer par
féliciter l'équipe, comme mes prédécesseurs l'ont fait, pour tout le travail abattu. Je vais apporter juste une petite contribution, si elle est bien à intégrer, vous pouvez l'intégrer. C'est la rubrique photographique. Je pense que vous avez défilé les villes du Cameroun. Et ces villes, comme vous l'avez bien relevé, sont porteurs d'histoire. Nous avons par exemple la ville de Fouman. Si on pouvait voir soit le monument le palais de Sultan Roi dans les photographies. Comme par exemple la ville de Tchang, avec tous ces monuments. Je crois que en défilant la rubrique photographique, je crois que tous les Camerounais pourront se retrouver, ou bien s'y retrouver dans votre document. L'autre contribution, c'est dans le cadre des résultats attendus. Je me dis, si on s'attend à un résultat où les Camerounais vont prendre conscience de leur citoyenneté, il faut passer nécessairement par la révision du système éducatif. Parce que le système éducatif est la base de tout. Parce qu'aujourd'hui, si on estime que notre génération a échoué, c'est-à-dire est passée légèrement à côté, je pense qu'il est nécessaire pour nous de préparer l'avenir des enfants à travers l'éducation. L'éducation de base, le secondaire et le supérieur. Merci. C'est la parole. Je suis Frédéric Foucault. Je suis chargé de questions politiques à l'Union. Je peux faire quelques précisions. Ici, déjà, je voudrais saluer le travail qui a été conduit par l'équipe des experts. Je suis heureusement arrivé au moment où vous faisiez votre présentation et j'ai beaucoup appris. Et je peux vous dire que ce que j'ai eu de vous confirme un certain nombre de choses que nous voyons au quotidien dans notre travail. Donc c'est un travail qui est très bien mené, notamment sur les questions qui divisent ou sur les questions qui connectent. Et je pense qu'il est important d'adresser les diviseurs en même temps qu'on renforce les connecteurs. Je voudrais juste apporter une petite contribution sur un certain nombre de choses, notamment ce qu'a dit le collègue du MINAC. Je pense que la nation se construit sur la base d'un récit fédérateur. Et tant qu'il n'y a pas de récit fédérateur, qu'on y mette des ingrédients de droit ou des ingrédients d'autre chose, il y a un risque d'échec. Et je pense que ce que disait le professeur Aboua tout à l'heure sur les 2% de l'enseignement de l'histoire, c'est aussi ça l'une des principales causes en fait. Si vous ne bâtissez pas une nation sans récit historique, et je vais dire que le récit historique ici ne se limite pas toujours aux faits historiques. Ils vont aussi, et ils couvrent aussi des histoires qui sont même inventées en fait, mais pour bâtir un récit historique. Si vous prenez par exemple l'époque sumérienne avec le récit de Gilgamesh, c'est un récit qui historiquement est plus ou moins prouvé ou pas, mais c'est un récit qui a réussi à bâtir et à renforcer le sentiment d'appartenance des Sumériens. Et il y en a tellement d'autres. Le problème avec nous, c'est que, on n'a pas de récit historique. 2, on maîtrise peu les faits historiques. Et je pense que quand vous regardez certaines nations dans le monde, le réveil de certains populismes même dans le monde, ils se fondent aussi sur un récit historique. Et le récit historique n'est pas forcément l'histoire. Je le redis encore, on peut redéfinir l'histoire. Ça permet de répondre en fait à la question des indépendances 60-61. Il y a une grosse querelle là-dessus. Et je peux vous dire que de mon observation, l'un des plus grands problèmes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest,
c'est qu'il n'y a pas une histoire commune. Il n'y a pas des histoires. Il y a une multitude d'histoires que vous entendez suivant les différents acteurs que vous avez. Et tant qu'on n'est pas d'accord sur l'histoire, sur le récit historique, on est porté à être divisé. Donc, je pense qu'il y a un gros travail déjà à faire pour unifier un certain nombre de choses et surtout savoir aussi quel est le point de départ de l'histoire. Parce que quand vous écoutez les différents acteurs dans cette crise, vous vous rendez compte aussi que les gens, suivant leur positionnement politique, ont un début de l'histoire qui est à une date ou à une autre. Mais si on veut parler du Cameroun en tant qu'un certain nombre, en tant que dans le tracé qui est plus ou moins défini, figé aujourd'hui, on partirait au minimum de la conférence de Berlin, au minimum. Or, vous avez des gens qui partent de plus loin, de 1885, d'autres qui partent de 1954. Et lorsque vous avez ces trajectoires qui sont différentes, forcément vous n'avez pas la même histoire parce que vous n'avez qu'une petite et infime partie de l'histoire qui conforte en fait votre thèse. Et je suis entièrement d'accord que ce récit historique ne peut pas se limiter à être enseigné aux historiens ou à être enseigné à quelques étapes dans la vie d'un individu. Ce récit doit être enseigné à tout le monde, dès la maternelle si possible. C'est comme cela qu'on construit un État-nation, parce que c'est bien d'utiliser l'arme du droit, et je suis juriste, mais je suis pas un fétichiste du droit. Mais c'est bien d'utiliser cette arme, mais tant que vous n'avez pas une conscience qui regarde derrière, vous aurez même du mal à regarder devant, parce que vous n'avez pas de vision. Et la vision, c'est aussi ce qui permettra de bâtir ou bien d'éliminer d'autres diviseurs tels que la mauvaise gouvernance. Parce qu'au moins quand on regarde d'où on est parti, on a envie d'avoir un avenir aussi radieux que notre passé, si jamais il a été. Mais si on n'a aucun retour sur l'arrière, mais ça sera comme celui qui essaie de tirer à l'arc sans vraiment le tendre. Mais plus vous le tendez, plus le tir est lointain, mais moins vous le tendez, moins il peut porter et atteindre votre cible. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Le commentaire, on a parlé avec le recteur, je crois que ce qui est aussi important que le résultat, c'est aussi le processus. Et je voulais louer l'initiative d'autant d'organisations de la société civile qui arrivent à se mettre d'accord pour réaliser une étude si importante. C'est déjà un résultat en soi de mon point de vue. Et je voulais aussi vous remercier sur la qualité de l'étude, comme le représentant de l'Union européenne a souligné. C'est une source précieuse d'informations et surtout de mieux comprendre ce qu'un échantillon de la population peut exprimer sur ces questions autant bien. J'avais une question par rapport à une conclusion. Donc la conclusion principale, c'est qu'effectivement, pour renforcer la conscience citoyenne, si j'ai bien compris, l'histoire est un élément clé. Et parmi les préoccupations que j'ai notées, c'est l'attachement par rapport aux institutions nationales. Je voudrais savoir si la question a été posée de quel est le sentiment d'appartenance par rapport aux différentes institutions, parce qu'il semblait que c'était les institutions qui étaient le point le plus peut-être qui pouvait être considéré comme une menace. Ça semblait voir cela dans l'étude. Je voulais savoir de quelles institutions on parlait et comment les Camerounais s'identifient ou pas à ces institutions. Merci. Pour se pencher sur les deux questions. Sinon, je vais donner la parole à vous ou à quelqu'un d'autre. Avec beaucoup de gratitude, toutes les contributions, c'est l'une des raisons d'être de notre rassemblement. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ces contributions qui vont renforcer
le produit final. Il y avait plus de contributions que de questions. Je crois que la question, celle de madame, est de savoir de quelle institution s'agissait. Vous savez, la notion d'institution est un peu large. Par exemple, l'Union indomptable, c'est une institution carrément. Le bilinguisme, c'est une institution carrément. Mais le Parlement, c'est également une institution. Donc, nous avons mobilisé des éléments de perception autour de cette variété des institutions, comme le questionnaire de la perception institutionnelle peut l'indiquer. Et comme nous l'avons dit, en présentant les résultats de la perception institutionnelle, de façon générale, les Camerounais tiennent à leurs institutions, mais ils déplorent quand même que par moment le traitement des usagers soit un caractère ethnique. Pas nécessairement dans toutes les institutions, mais il arrive que les gens soient confrontés à cette réalité. Et nous ne faisons que présenter ce que nous avons capté, pas commenter ou expliquer. Voilà. Parce que cela est apparu objectivement, fidèlement, nous avons le devoir de le dire, de l'indiquer dans le rapport. Donc, je pense que les questions peuvent vous donner une idée de ce que nous avons voulu avoir. Et à partir de là, vous pouvez vous-même concevoir ou trouver la réponse à la question que vous posez, c'est de savoir si on leur a demandé de se prononcer sur leur appartenance à ces institutions, et comment est-ce qu'ils s'y identifient. Voilà la réaction que j'ai par rapport à votre préoccupation. Merci beaucoup, docteur. First point, I have several cards. I think it was the inspector looking at the solution and at the next step. He talks about communication. Very important that if we do a work like this one, it is important that we communicate about it. And I think this is a step that will go further and we'll see more after. Another discussion that we started with it was about the common history. And I think that point was clear because Professor Abwa himself said it in English. The point was that our history, he was suggesting that we should talk about a national and not about common history. But he said it's still a discussion point, it's a debate. We still have to discuss. We are just starting the process, and I think we'll continue about that. He also said that our monument, we don't have national monuments. This one is lacking. And we need to teach the history of Cameroon. It's not even about that it is not well taught, but it is not even taught. We need to do more about that. And in that line, he said there is no history class in some classes. He talked about the technical classes. There was no history there. And we also discussed about building a patriotic conscience. And the other point which was raised was about law. Where is the place of the law in our advocacy action? How can we build our nation? That was the question. That is all about. How can we build a nation when we are talking, discussing in this advocacy? And then let me continue. This follows this also, which is about constructing a subjective nation. There was this question which was raised. What is subjective conscience? And the discussion brought us about talking about this living together. Above all our differences, we need to construct this living together. How can we make it? How is it possible? Can we at this point talk about a Cameroonian nation? This was the question.
Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une nation camerounaise qui est déjà constituée? All this in that line. And the point that was raised was that surely, maybe, we have multiple history. And this is a question that we need to discuss and see how we can tackle this so that we have one history which is taught at the same level. And I think it comes so several times, the history of Cameroon needs to be taught. There was a question raised about during our survey, can we say that already history is a value? And I think the answer came that from what the population said or the people who were surveyed, who undergo the survey, think that history is a value, a very important one. If not, we have not have as a result that they are asking in all 10 regions of Cameroon to teach the Cameroonian history. Another question that was raised by the prof was the practice of history, and it was the teacher history who said it. It is good. We have this APC which is going on now, but how can we make it so that the history is also taught as practice, so that the people will reflect and can develop a conscience? It's not just about reciting the dates. It's not only about that. It is to understand it, and it is to practice it, and from that we can develop a consciousness. Yeah, I'm coming there. And I think this was also one key point, which is really about teaching this history. How can we make it possible? We're all about that. The education system needs then to be revised. If we want to teach the history, we need. And I think the inspectors say it enough. We have ministries that we need. We have the secondary school, we have the basic education, we have all those ministries should be involved. We talk about it, they should be involved in the advocacy action so that they are part with us. And I think this is the next step, because what we are just doing here now is only about the survey, but the partners have not yet really developed a strategy. When you are starting an advocacy, you first assess the situation. What we have done is the assessment. Then now we need to sit together and now give where we want to go, establish our goals, define our strategy, and see how we can go and implement it. And I think here was the question of the communication, here also which goes together. How can we spread this work? Another point was about if you were really, you have heard what the experts have said at the end, there were connectors and there were dividers. So it is really important to reinforce our connectors. When we want to build in our peace work, we always work to reinforce the connectors and see how we can address the divider and reduce them so that there are more connectors than divider. So this is only also one of the points that we need to work on it. And we cannot say there are no dividers. The dividers are there, but during our advocacy, we need to address them so that the frustration which is already there should be reduced. Another discussion was still about history facts. How can we do? And I think one of the key points that was also discussed there was more about I think one of the chief addressed the question of photography images, which is important and which is going to be addressed when we are going further. I think at this point, these are the points that we have discussed by now. At least that is what I've been able to capture by now. Je pense qu'elle mérite beaucoup plus de cheminement de notre réflexion jusqu'à maintenant. Et elle a fait initiative
Merci. Merci. Présenté pertinent. Quelque part, j'ai lu, on a dit 85% sont attachés à l'unité du Cameroun. Je pense que c'est une bonne opportunité pour faire un travail de fond pour véritablement parvenir à une paix positive. Et ma question à l'endroit des experts est de savoir, est-ce que dans une étude comme celle-ci, je ne sais pas si monsieur l'inspecteur l'a évoqué tout à l'heure, parce que j'ai suivi par l'échantillonnage, je n'ai pas suivi l'affaire de ces questions, est-ce que dans un travail comme celui-ci, vous avez tenu compte de la marge d'erreur? C'est-à-dire que si on recommençait l'étude aujourd'hui, pensez-vous qu'on pourrait avoir le même résultat? Je vous remercie. Merci. Une autre question? Pendant que les uns et les autres réfléchissent sur la question, je vais poser la mienne. Ma question s'appuie sur le fait que nous sommes dans un processus de plaidoyer et je suis terre à terre. L'étude était une occasion pour nous d'avoir un argumentaire irréfutable par rapport à notre sujet. Alors, depuis là, je cherche, c'est ce que j'ai essayé de chuchoter tout à l'heure. Quels pourront être, selon vous, les 2 ou les 3 chiffres clés qui peuvent être le socle de notre argumentaire de plaidoyer? Ça nous aide pour la suite, pour construire notre démarche de plaidoyer. C'est-à-dire ce qui va être un peu partagé parmi nous. Le problème, c'est qu'on dit que l'étude a montré que tel pourcentage de telle chose dit que tel pourcentage. Vraiment, non. Si on veut, nous avons besoin de ça si possible. Merci. Il y a. C'est la réponse, n'est-ce pas? Je peux encore prendre une autre question avant de vous donner la parole. Oui. Merci. Merci de me passer la parole. Je félicite les experts pour le travail qu'ils nous ont présenté. J'ai une question. Je ne suis pas embarrassé par le thème. Développement d'une conscience citoyenne à la diversité basée sur l'histoire. Je suis embêté parce que je pense que c'est comme si c'est un travail qui aurait dû se faire après un autre. Le premier, c'est lequel? C'est celui que la Commission nationale de la rédaction de l'encyclopédie sur l'histoire du Cameroun doit faire. Puisque s'il faut baser un développement de conscience sur l'histoire, il faudrait que cette histoire soit écrite. Alors, comment est-ce qu'on réussit à développer une conscience sur l'histoire alors que l'histoire n'est pas encore écrite? Puisque le vice-président de la commission nous a confirmé, actuellement elle est en étage. Comment on réussit à construire ma préoccupation? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je vais prier le groupe d'experts de réserver cette question pour le comité. And for the speaker, it's a bit earlier to give his title because for him there is a commission which was put on, and the commission is still to write the history. So how can we say that we are really developing this this understanding when the history is still to be written? That was the question, and I think Mathieu said the committee will itself will answer that question. Concernés. Pourtant, nous allons aller vers un plaidoyer, effectivement, où il faudra cibler les détenteurs d'enjeux, il faudra cibler des acteurs stratégiques vers qui aller, ou alors un plus grand nombre de personnes selon le lieu où on doit passer le message. Est-ce que pendant le travail, et je reviens encore sur la différence que j'ai voulu faire entre aspiration et attente, parce que quand on dit attente, je suis passif. Mais quand on dit aspiration, j'ai un élan de contribution. Et le juriste a parlé de cet esprit constructiviste des approches du bâtissement de la conscience citoyenne. Quand on regarde le travail qui a été fait, est-ce qu'on peut avoir des piliers sur lesquels reposer plus tard les messages? Mon exemple, je regarde un peu aux institutions scolaires. Quand on regarde la manière dont
l'éducation est complétée par ce qui peut être appelé le post-scolaire ou le périscolaire, on va se rendre compte que les moments de grand ralliement, les moments de grand rassemblement ne constituent plus aujourd'hui les lieux d'expression de la conscience nationale, mais de la personnification de certains acteurs du jeu politique. Exemple, les chants de marche. On n'en trouve plus qui véhiculent les messages patriotiques. Et du coup, il y a une érosion du patriotisme. Or, l'école est un lieu de construction de cette conscience nationale. Je regarde les artistes et les médias. Qu'est-ce qu'on promeut aujourd'hui? C'est ces artistes qui chantent le bas-ventre, le sexe, et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut construire sur la base de ces messages qui lessivent la conscience, une conscience nationale portée par l'histoire? Est-ce que vous avez trouvé des piliers comme ça vers lesquels on pourrait ancrer le plaidoyer? Merci. Marge d'erreur. Là, je suis obligée de faire comme si j'étais à l'université. Le problème au Cameroun, c'est qu'on n'a pas des chiffres de toute la population. On n'a pas encore un chiffre assez fixe. Parce que quand on détermine un échantillon, ça veut dire qu'on a la population totale. Et c'est de cette population totale qu'on détermine l'échantillon pour déterminer la marge d'erreur. Donc ici, on ne peut pas déterminer une marge d'erreur sur une population d'abord totale qu'on n'a pas. C'est pratiquement, excusez-moi, c'est pratiquement pas faisable. Donc d'où on a dû dire 250 personnes par région. Maintenant, je m'excuse, c'est mon avis. Je suis statisticien, il ne faut pas que je biaise les données. On ne peut pas donner un chiffre clé parce que l'étude a été faite par région et chaque région a ses réalités. Si vous vous rendez compte, le littoral, le centre, à un moment, j'étais vraiment perdue parce que je ne suis pas historienne de formation, c'est historien ici. Moi, je ne fais qu'interpréter les résultats. J'avais pratiquement des résultats similaires, très proches même. Mais il y avait des régions qui avaient tout autre résultat. Par exemple, il y avait des régions où on avait facilement accès à l'autorité traditionnelle. Le quota qui a été fixé a été atteint. Mais d'autres régions où ça pète si c'est deux qu'on a pu avoir accès à eux. Donc, pour donner, globaliser, ça ne va pas, ça risque mieux vaut laisser par chacun avec sa réalité et ressortir maintenant le chiffre clé en fonction de la réalité de la région pour mieux dégager les pistes de solution. À mon humble avis, parce que globaliser ça, ça risque, comme le nord-ouest, le sud-ouest par exemple, ils ont des réponses vraiment, ça ne peut pas aller dans le même sens que les autres régions, si vous pouvez comprendre dans ce sens-là. Donc avoir des chiffres clés, globalisant le tout, ça ne peut pas être possible, parce que chaque région a sa réalité. Maintenant, je ne vais pas m'hasarder à entrer dans le monde de l'historien, mais je vais juste dire, est-ce qu'on peut trouver un pilier de transmission? Toutes les personnes enquêtées sont des piliers de transmission. Il faut juste savoir où ils peuvent intervenir. Et ça dépend maintenant des résultats de l'enquête qu'on a eue. Donc, en fait, ce qu'on devrait comprendre, c'est que nous, on est allé pour faire un état des lieux, voir ce que les autres pensent. Si vous étiez là pendant la formation, on essayait de dire aux enquêteurs de ne pas comprendre le questionnaire. Allez juste vous administrer. Vous n'avez pas quelque chose à expliquer, sinon vous risquez biaiser les résultats et vous risquez indiquer aux répondants ce que vous avez dans la tête. Donc du coup, on avait juste lu, on a dit aux enquêteurs de ne même pas chercher à comprendre. On n'a pas besoin. Si on leur demande d'expliquer, vous dites juste que nous-mêmes, on nous a envoyés sur le terrain, essayez seulement de répondre comme vous avez compris, pour essayer de capter leur ressenti. C'est tout ce que je pouvais dire. Merci.